Bonjour, mon invité aujourd'hui est Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste ô combien de la Turquie. On va aujourd'hui parler de la Turquie. Et première question directe, est-ce que Erdogan n'est pas le véritable vainqueur de cette guerre en Ukraine? Est-ce que son statut personnel et le poids diplomatique de la Turquie n'a pas pris une importance sans commune mesure avec ce qu'il était auparavant? Oui, cette crise ukrainienne a cristallisé le potentiel que possède la Turquie. Je suis de ceux qui considèrent depuis fort longtemps que la Turquie a véritablement un rôle irremplaçable, incontournable, d'un point de vue géopolitique notamment, mais la crise ukrainienne l'a révélé à de nombreux commentateurs qui, eux, avaient des doutes sur ce rôle de la Turquie, qui considéraient que la Turquie était un pays très isolé diplomatiquement. Il n'en a jamais rien été. Et alors là, on voit qu'au contraire, la Turquie, sous l'impulsion de Erdogan, a pris un rôle géopolitique tout à fait considérable. Bien évidemment, sa position géographique est un atout notoire, puisque pays littoral de la mer Noire, parce que gardien des détroits du Bosphore et des Dardanelles, mais en dépit de cette situation géographique, il y a des raisons politiques. Et le président Erdogan, qui entretenait de bonnes relations et avec Poutine et avec Zelensky avant même le début de la crise, a profité de ce tissu de relations pour faire valoir ses positions et surtout pour jouer un rôle de médiateur. Et sur quelques dossiers, il a réussi positivement. Tout le monde pense bien évidemment à la question des céréales et de l'acheminement des céréales vers l'extérieur, vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique subsaharienne. On a aussi beaucoup parlé des échanges de prisonniers. Ils sont certes insuffisants, très probablement, mais c'est aussi à l'actif de cette diplomatie. Et ce qui est important, c'est que Erdogan a su se replacer au centre de ce jeu géopolitique avec le concours de l'ONU, parce que Guterres a fait le déplacement à Istanbul pour négocier cet accord céréalier au mois de juillet dernier. Et puis, au centre de l'OTAN, c'est que Erdogan, que beaucoup de membres de l'OTAN considéraient comme un peu proche des Russes avant la crise, aujourd'hui considèrent que Erdogan, il faut absolument le conserver dans les rangs de l'OTAN parce qu'il a un rôle de négociateur, de médiateur, que personne ne peut tenir. Monsieur Macron, pour sa part, a tenté, je pense à juste titre, de maintenir le dialogue avec les deux parties, avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur des espoirs fondés. Erdogan, pour sa part, y est parvenu. Alors, ceci étant, il ne faut pas faire de triomphalisme. Je crois qu'il faut comprendre que si, tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, il faut s'asseoir autour d'une table pour négocier, pour trouver les moyens de parvenir à un cessez-le-feu et, si possible, un accord de paix, la Turquie sera indispensable. Mais la Turquie, elle seule, ne pourra aboutir à ces résultats. Donc c'est un élément indispensable du dispositif, mais à elle seule, la Turquie ne parviendra pas à établir la paix. Mais pour l'instant, on a l'impression que tout le monde lui pardonne tout. La Russie lui pardonne de vendre, d'avoir vendu des drones à l'Ukraine qui font beaucoup de mal à l'armée russe, qui ont été extrêmement efficaces dans les combats de l'armée ukrainienne. Et en même temps, les Ukrainiens et les pays de l'OTAN lui pardonnent non seulement d'avoir des contacts avec Poutine, mais même d'acheter en roubles le gaz et du pétrole qu'il achète à Poutine, ce qui est quand même un peu un défi global par rapport au rôle du dollar. Donc comment expliquer cette sorte d'impunité, surtout dans une situation où normalement on est beaucoup plus sévère avec celui qui n'est pas tout à fait aligné sur la position d'un leader de camp. M. Zelensky est quand même beaucoup plus sévère avec des pays, y compris européens, qui lui fournissent une aide qu'avec la Turquie. Et la Russie, quand même, pourrait aussi avoir des reproches à faire. Interdiction de passer les navires par les détroits qui ont aussi privé l'armée russe d'un avantage. Oui, mais c'est toujours la question de l'inconvénient et de l'avantage. Or, aujourd'hui, le rôle que tient la Turquie, personne d'autre ne peut le tenir. À ce stade, en tout cas, ça évoluera très probablement dans les semaines ou dans les mois à venir. On se souvient qu'au début du conflit, Israël avait tenté de jouer le rôle de médiateur. C'était un échec absolu. Nous savons que les Émirats arabes unis, d'une part, et les Saoudiens, d'autre part, essayent eux aussi d'avoir des contacts avec les deux camps. Et tant mieux s'ils parviennent à des résultats, mais pour l'instant, personne ne peut se prévaloir d'autant d'efficacité que Erdogan. Rappelons-nous par exemple que Erdogan, 2 semaines après le début de la guerre, lors d'un forum diplomatique qui avait été organisé sur la côte sud de la Turquie à Antalya, c'est un forum annuel, avait réussi à réunir les ministres des Affaires étrangères ukrainiens et russes. Donc c'était évidemment, j'allais presque dire un coup Avant même d'éclat. toute négociation. Absolument. Donc,
Ça veut dire une chose, c'est que, en dépit des critiques que Poutine ou Zelensky peuvent formuler à l'égard de Erdogan, ils sont aussi qu'il est indispensable et qu'il peut jouer le rôle de go-between, de médiateur. Pour l'instant, personne d'autre ne parvient à ce rôle. Et donc, en ce sens, il a bien compris, de façon très pragmatique, très souple, qu'il avait des cartes à jouer. Et il en abuse, éventuellement. En termes de politique intérieure, nous allons probablement y revenir. Mais au niveau de la politique extérieure, chacun s'accorde à dire que si la Turquie n'avait pas été là, nombre de dossiers n'auraient pu être réglés, ou au moins aussi rapidement, notamment dans le cas des céréales. Alors les relations entre Erdogan, dirigeant d'un pays pilier de l'OTAN, et la Russie sont quand même assez anciens, y compris après l'annexion de la Crimée en 2014, qui ont vu tous les pays de l'OTAN couper la plupart de leurs liens, réduire très fortement la voilure de leurs liens avec la Russie. Erdogan, par le processus d'Astana concernant la Syrie, par l'achat de missiles russes, a toujours développé cela. Pendant quelque temps, quand même, ça a failli le pousser à la limite des frontières de la famille occidentale. Absolument. Et c'est ce qui est intéressant, notamment sur l'achat des missiles S-400, qui ont été déployés sur le sol turc au cours de l'été 2019, mais qui depuis lors n'ont jamais été activés. C'est donc pour Erdogan quelque chose qui a coûté beaucoup d'argent, mais qui est sûrement un moyen de pression à l'encontre de l'OTAN sur le thème « Vous voyez que si vous ne me livrez pas les armements dont j'ai besoin, je peux m'adresser ailleurs ». C'est un jeu extrêmement dangereux. Et au sein de l'OTAN, beaucoup ont été critiques à son égard en disant qu'il ne jouait pas les bons camarades, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faisait partie d'une alliance occidentale, mais qu'en même temps, il entretenait des relations coupables avec la Russie. Alors évidemment, depuis le début de la guerre, il n'est plus aucunement question d'activer en quoi que ce soit ces missiles S-400. Pour autant, ils sont toujours déployés sur le sol turc. Donc Erdogan, à un moment donné, a joué un rôle assez dangereux, en partie d'ailleurs instrumentalisé par Poutine, qui était trop content de planter un coin et d'élargir un coin au sein de l'OTAN, et qui comprenait parfaitement ce qu'il faisait. Erdogan a fait ce pari, il a pris beaucoup de risques. Pour autant, j'ai toujours considéré que Erdogan n'avait aucunement l'intention de quitter l'OTAN. Et d'ailleurs, la composante principale de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, ont pour leur part jamais demandé en quoi que ce soit à Erdogan de prendre ses distances avec l'OTAN, parce que les États-Unis ont toujours eu une vision stratégique de la Turquie. Ils comprennent parfaitement le rôle que peut avoir ce pays, tant au Moyen-Orient qu'au Caucase, voire même plus loin en Asie centrale. Donc c'est très important de considérer qu'il y a eu des périodes de tension, de turbulence. Erdogan était un peu le trublion au sein de l'OTAN. Il jouait sa carte personnelle au nom des intérêts nationaux de la Turquie. C'était risqué. C'est vrai que la guerre avec l'Ukraine a bouleversé totalement les cartes et les a rebattues à son avantage. Malheureusement, si je puis dire, parce que c'est au prix d'une guerre dont on connaît les effets collatéraux. Mais le fait d'acheter quand même du gaz à la Russie en roubles, c'est quand même, par rapport à la politique américaine, un défi d'une nature encore plus grande que d'acheter des missiles pour ne pas les mettre en service. Oui, vous avez parfaitement raison, mais je crois que en réalité, la Turquie est un des pays qui illustre parfaitement les changements de paradigme au niveau international. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de désoccidentalisation. Alors c'est un mot un peu valise qu'il s'agirait de décliner plus avant, mais la Turquie est un bel exemple d'un pays qui désormais, bien que restant fondamentalement dans le cadre d'alliances stratégiques de type occidental au sein de l'OTAN, n'hésite pas à prendre des initiatives qui ne la rendent plus uniquement dépendante des États occidentaux. Ça, c'est essentiel, y compris sur un dossier aussi important que l'achat du gaz en roubles, évidemment, oui. Est-ce que la Turquie est en train de reprendre le rôle qui était celui de la France auparavant, le trublion, le mauvais élève de la classe atlantique ? Je n'irai peut-être pas jusque-là, parce que la personnalité de Erdogan est peut-être un peu moins puissante que celle qui était le général de Gaulle à son époque. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes dans une période totalement différente. À l'époque où la France était un peu le trublion au sein de l'OTAN, il y avait des logiques de blocs, de guerre froide, etc. Nous ne sommes plus du tout dans cette configuration, ce qui, d'un certain point de vue... Sur la guerre en Ukraine, oui, il y a quand même le bloc occidental contre la Russie. Oui, mais c'est barré pour le reste du monde. Ce bloc, oui, absolument. Oui. Ce bloc occidental, il est net et clair, en dépit de ses divisions, mais enfin, il existe néanmoins. Mais ce qui est important, c'est que beaucoup d'autres pays
dans la région ou à travers le monde, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique bien sûr, au Moyen-Orient, cela va de soi, jouent plutôt leurs cartes. Notons d'ailleurs que l'Arabie saoudite a pris sur un dossier très particulier, c'est-à-dire la question de la production du pétrole, une décision visant à diminuer sa production en accord avec la Russie. Or, nous savons qu'historiquement, l'Arabie saoudite est très proche des États-Unis, mais nous avons là deux exemples, et je reviens à la Turquie, deux pays qui désormais ne rompent aucunement leurs relations avec Washington, mais en même temps se permettent de prendre des initiatives en fonction de ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts nationaux. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, dans le paysage, la Turquie fait plus cavalier seul que la France au sein de l'OTAN. C'est certain, c'est absolument certain, mais elle reste dans l'OTAN. Elle reste dans le commandement intégré. Passons aux relations entre la France et la Turquie, et notamment directement entre le président Macron et le président Erdogan. Elles ont été tumultueuses. Des mots doux ont été échangés sur la Grèce, sur les aspects maritimes, sur un discours d'Erdogan à la communauté turque en France. Est-ce qu'on est passé du froid au tiède ou au plus chaud ? On a un problème compliqué. Il y a un réchauffement incontestable. L'année la plus difficile dans le bilatéral, c'était 2019, où sur tous les dossiers, la Syrie, la zone kurde de la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale, le Haut-Karabakh, sur tous ces dossiers qui ont marqué l'année 2019, les positions étaient totalement contradictoires et opposées à 180 degrés. Et comme rappelé, quelques noms d'oiseaux ont un peu volé, ce qui était d'ailleurs hors propos, aussi bien de la part de M. Macron que surtout de la part de M. Erdogan. Nous ne sommes plus du tout dans cette situation. Je pense que le président Macron a très vite compris, notamment à l'occasion de la guerre ukrainienne, qu'il était nécessaire de composer avec Erdogan. Et quand il se rend compte, notamment dans des réunions multilatérales, dans le cadre de l'OTAN ou tout autre, on voit qu'il y a assaut d'amabilité de la part du président Macron qui, comme à son habitude, use et abuse de son langage gestuel et corporel à l'encontre de Erdogan, dont au passage je ne crois pas que ce soit le plus habile parce que Erdogan n'aime pas trop ses manières. Mais peu importe, sur le fond, il y a un rapprochement incontestable et je suis plutôt content d'ailleurs qu'une des premières missions à l'étranger de Mme Colonna ait été justement une mission, un voyage officiel en Turquie durant lequel elle a pu rencontrer son homologue turque et les choses se sont bien passées. Nous savons aussi qu'une des conseillères Europe et Balkans de l'Élysée, Madame Dumont, s'est rendue en Turquie récemment. Donc tout ça, ce sont des points très positifs. Ce qui est un peu l'ombre de ce tableau qui tente à se réchauffer, c'est que le président Macron ne peut s'empêcher à plusieurs reprises de tacler directement son homologue Erdogan. Et c'est totalement contre-productif. Qu'il y ait des divergences, c'est dans la nature des choses, mais inutile de remettre une pièce dans la machine pour réalimenter la polémique, parce qu'évidemment, Erdogan en profite pour réagir immédiatement. C'est contre-productif. Ça, c'est les aspects factuels. Mais sur le fond, véritablement, il y a une volonté de rapprocher les points de vue. Nous avons la chance d'avoir deux ambassadeurs turcs en France et français en Turquie qui connaissent bien respectivement les pays dans lesquels ils sont en mission pour représenter leur pays. Ça compte beaucoup, ça permet de mettre du lien. On sait par exemple qu'il y a eu récemment la signature par la Turquie des accords de Paris avec beaucoup de retard et ça a été un combat et que pour appliquer le contenu des accords de Paris, des sommes d'argent non négligeables ont été débloquées, à la fois par des institutions financières internationales, mais aussi par la France. 800 millions d'euros gérés par l'AFD sont consacrés à la Turquie. Ce sont des signes importants, surtout au vu de la situation économique de la Turquie qui est très préoccupante. Donc je pense que les responsables turcs comprennent ces messages, mais ce sont plus que des messages, ce sont des décisions d'ordre financier, et ça c'est très important. Donc je pense qu'il y a véritablement une bonne tendance, c'est encore très fragile, mais ça va plutôt dans le bon sens. On a beaucoup parlé à un moment donné de la reconstitution de l'Empire ottoman, Erdogan, nouveau sultan. Il y a beaucoup de littérature sur ce plan
quelle est ta position sur ce sujet? Non, moi j'ai toujours réfuté totalement ce point de vue, parce que si les mots ont un sens, le néo-ottomanisme, ça veut dire qu'il y a l'idée de reconstituer une sorte d'empire. Un empire, par définition, c'est une entité politique qui s'étend, qui conquiert des territoires, qui remet en cause les frontières. Or, Erdogan, il a sûrement beaucoup de défauts, il n'en manque pas, mais en même temps, son propos n'est pas de remettre en cause les frontières. Donc que la Turquie est une politique d'influence, que la Turquie développe toute une série d'initiatives dans de nombreuses régions du monde. Bien sûr, au Moyen-Orient, c'est sa zone d'influence directe, mais ce qui est très étonnant, par exemple, c'est l'Afrique subsaharienne, où on voit un déploiement de l'activisme turc qui est tout à fait impressionnant. Le nombre d'ambassades de Turquie en une dizaine d'années s'est multiplié par 4 sur le continent africain. Je passe les dizaines, peut-être plus, d'accords de coopération stratégique, d'accords de coopération économique, donc tout cela est très marquant. Et là, ça ne procède pas de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman n'a pas été présent sur le continent africain, sauf dans sa partie septentrionale sur l'Afrique du Nord. Donc tout cela procède d'une volonté turque qui a pris conscience de son potentiel. Ça, c'est très important. Ils veulent jouer désormais dans la cour des grands. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que M. Erdogan ne cesse de répéter à de multiples occasions que le monde ne se réduit pas à 5. 5, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et c'est pourquoi il développe une politique extérieure à 360 degrés, alors avec des zones de force et d'autres où il est moins important, mais ce n'est pas du tout pour reconstituer un empire en quelque manière que ce soit, même si certaines déclarations de Erdogan peuvent être ambiguës, parfois, mais la réalité des faits est beaucoup plus complexe et beaucoup plus actuelle. Donc il ne s'agit pas de se reporter à l'Empire ottoman pour comprendre le déploiement de la politique extérieure de la Turquie. Il n'a pas été très vocal sur la question ouïghour. C'est les relations avec Pékin qui expliquent cela? Ah oui, ça c'est clair et net qu'il est pour le moins peu disert sur la question ouïghour, puisqu'il privilégie évidemment, en fonction de ce que vient d'évoquer, c'est-à-dire une diplomatie multidimensionnelle, ses relations avec la Chine. D'ailleurs, il n'est pas le seul, parce que la plupart des États dits musulmans ou culturellement musulmans ont à peu près la même approche et sont assez discrets sur la question ouïghour. Alors la seule chose qu'on puisse constater, c'est qu'il y a une petite communauté ouïghour, des réfugiés politiques qui se trouvent à Istanbul, mais qui sont peu nombreux et qui sont très surveillés par les appareils de sécurité turcs, qui font des manifestations de temps en temps, mais ça ne va pas plus loin. Ça amène à passer à la question kurde. Est-ce que c'est toujours le problème numéro 1 pour Erdogan, qui définit à la fois sa politique extérieure et sa politique intérieure? Je pense que c'est le défi principal de la Turquie et que tant que cette question kurde ne sera pas politiquement réglée, alors le processus de démocratisation de la Turquie ne pourra aller à son terme. Il ne fait rien pour la régler politiquement. Non. Il veut la régler de façon sécuritaire. C'est toujours. Il y a eu quelques espoirs à certains moments, au tout début du moment où il est arrivé au pouvoir, il y a 20 ans, ça fait juste 20 ans que son parti, l'AKP, est parvenu au pouvoir. Il y a eu quelques espoirs qui ont été vite déçus. Et puis à l'horizon des années 2012-2015, il y a eu des processus de négociation avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a été aussi générateur d'espoir, qui ont été coupés pour des raisons de politique interne. Et donc, à nouveau, Erdogan s'est moulé dans les vieilles habitudes, les vieilles mauvaises habitudes de l'État turc, c'est-à-dire une gestion purement sécuritaire, militaire et policière de cette question kurde, qu'en plus, il veut réduire la question du PKK. Et je crois que c'est une erreur absolue. La question kurde ne se réduit pas à la question du PKK. On peut disserter longuement sur ce qu'est le PKK, sur la nécessité de le combattre, mais ce qui est le plus important peut-être, c'est qu'au sein même de l'échiquier politique turc, il y a un parti, le HDP, le Parti démocratique des peuples, qui est un parti kurdiste, qui représente 11-12% des suffrages exprimés lors des dernières consultations électorales. Donc c'est un parti charnière. Or, aujourd'hui, c'est très inquiétant. Il y a des menaces d'interdiction de ce parti et aussi d'interdiction d'activité politique de ses dirigeants. Alors, la décision n'a pas été prise. Là, il y a une enquête qui est instruite actuellement. J'espère que ça n'ira pas à son terme parce que ce parti, on l'accuse, enfin l'appareil d'État turc, Erdogan l'accuse d'avoir des liens avec le PKK. Oui, il en a, mais ce n'est pas ça l'important. Le simple fait que ce soit un parti parlementaire, un parti légal, un parti qui
dirige aussi de nombreuses municipalités à l'est du pays, en fait un interlocuteur. Et c'est une occasion ratée que de ne pas justement ouvrir un dialogue avec ce parti, même si, encore une fois, ne soyons pas naïfs, il a des relations avec le PKK. Mais ce n'est pas l'important. On est exactement dans la même configuration que celle qui prévalait au Pays Basque, avec d'un côté le... Il a failli y avoir un accord avec Öcalan. Absolument. Il a été, à l'été 2015, cet accord qui était prêt à signer, il n'a pas été à son terme pour des raisons de politique intérieure, puisque Erdogan était dans une situation politique. Le coup d'État a manqué. Non, c'était l'année d'avant. Il y avait eu des élections législatives où le parti de Erdogan était arrivé en tête, mais n'arrivait pas à constituer un gouvernement. Et donc, il fallait procéder à d'autres élections devant l'incapacité à former un gouvernement. Et Erdogan a préféré rompre les négociations avec le PKK pour capter une partie de l'électorat nationaliste. Donc, c'est tragique qu'un enjeu aussi important ait été nié, bafoué, pour des raisons de politique intérieure et des calculs électoraux. Il y a les élections l'an prochain. Erdogan a beaucoup de succès diplomatiques. Est-ce que ça va suffire pour compenser une mauvaise situation économique et est-ce qu'il peut être battu et par qui? Oui, la situation économique est absolument désastreuse pour la Turquie. Un seul chiffre, 100% d'inflation. Ça nous donne quand même un peu une idée de la situation des citoyens turcs qui, pour beaucoup d'entre eux, ont vraiment beaucoup de mal à terminer les fins de mois. Ça, c'est pas une image, c'est une réalité concrète et tangible. Et je crois que M. Erdogan essaye de gagner quelques points, justement en s'appuyant sur ses succès diplomatiques, en faisant valoir son rôle indispensable à la Turquie pour que ce pays joue son rôle au niveau international. Je crois que ça ne suffira pas. Parce que les électeurs turcs, comme partout dans le monde, ils regardent surtout la façon dont ils gagnent leur vie, dans la façon dont ils peuvent vivre, éduquer leurs enfants, etc. Et aujourd'hui, la situation n'est pas bonne. D'ailleurs, on l'avait déjà constaté il y a 3 ans, lors des élections municipales, où la crise économique était moins importante qu'aujourd'hui, mais commençait quand même à frapper les citoyens turcs, a vu la victoire des oppositions à Istanbul et à Ankara, les 2 principales villes du pays. Donc, est-ce que ce schéma va se reproduire l'année prochaine, où là, il y a les élections nationales, législatives et présidentielles? Mais il faut un candidat en face de lui. Alors, Erdogan sera candidat, c'est une évidence. Pour l'instant, l'opposition a constitué une plateforme de 6 partis, plus ou moins importants, mais dont 2 sont très importants, notamment le parti kémaliste, celui qui avait été fondé en son temps par Mustafa Kemal au début de la République. Ces partis ont une difficulté, c'est de se constituer un programme commun. Pour l'instant, ils sont en négociation, ils discutent depuis déjà plusieurs mois. L'enjeu, il est évidemment extrêmement important. S'ils partent au combat divisés, ils seront très certainement battus par Erdogan, qui a à sa disposition une machine électorale et qui s'avère un candidat, il l'a montré à maintes reprises, absolument redoutable. Aujourd'hui, ces partis d'opposition ne sont d'accord que sur une chose très importante au demeurant, c'est de revenir à un régime parlementaire, parce que Erdogan a transformé le régime en régime présidentiel à sa main, bien évidemment, depuis 4 ans désormais. Donc, oui, mais est-ce que par rapport à une telle bête politique, il y a un candidat pour les présidentielles? Là, la plateforme, c'est pour législative. Alors, cette plateforme discute aussi de la possibilité de présenter un candidat commun. Ce candidat commun, celui qui se dessine, serait le leader du parti kémaliste, M. Kılıçdaroğlu. Mais rien n'est décidé pour l'instant, il y a d'autres candidats possibles. Est-ce qu'il sera à la hauteur de débat qu'il aura avec son adversaire, M. Erdogan? Je ne le pense pas. Mais là, pourtant, dans ce genre de situation, c'est la dynamique que peut créer l'opposition. À quelle époque, les élections en 2023? Ça, c'est prévu à la fin du printemps prochain, mai ou juin, la date exacte n'est pas déterminée. Donc les échéances se rapprochent véritablement. Parce que la situation sociale est quand même difficile. Et les y sondages, compris à Istanbul. Tous les sondages donnent des intentions de vote autour de 30% pour la majorité, M. Erdogan, son parti, l'AKP. C'est pas assez pour gagner une élection présidentielle. Alors même s'il fait une alliance avec un parti d'extrême droite, ça ne suffira pas. Donc les jeux ne sont pas joués à ce stade. Mais d'ici 6 mois, beaucoup d'eau vont couler sous les ponts du Bosphore et rien ne dit que l'un ou l'autre camp peut l'emporter. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est que cette opposition puisse non seulement se mettre d'accord sur un programme, mais surtout construire un narratif
une alternative politique à Erdogan, ce que pour l'instant ils ne sont pas en situation de faire. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi qu'ils ont dans les semaines à venir, parce qu'il faut que ce programme soit prêt au mois de janvier. Là, la campagne va véritablement prendre son essor. Deuxièmement, qu'il crée une dynamique, et je pense que la seule façon de créer une dynamique, c'est non seulement d'avoir des candidats communs dans les circonscriptions législatives, mais aussi, bien sûr, comme on l'évoquait, à la présidentielle. Je pense qu'il y aura un candidat commun. Lequel sera le plus efficace n'est pas encore tranché. Et Erdogan ne passe pas une journée sans interpeller de façon des fois un peu agressive les oppositions en leur disant mais décidez-vous, vous avez peur de vous présenter. Je pense qu'en outre, l'opposition doit se décider, mais qu'elle n'a peut-être pas à faire connaître le nom de son candidat tout de suite, parce que dès qu'il sera déclaré, ça sera tir de barrage contre lui. Donc attendons le mois de janvier, fin janvier, pour qu'il se déclare. Tir de barrage, il l'aura de toute façon. Il l'aura de toute façon, mais le plus tard sera le mieux. Merci Didier Billon. Je renvoie à la lecture de ces 2 dernières parutions. La Turquie, un partenaire incontournable. Et puis, ce n'est pas sans lien avec ce qu'on vient d'évoquer, Géopolitique des mondes arabes, qui est déjà à sa 2e édition.